À présent, nous allons accueillir Marion Carré, entrepreneuse, enseignante, conférencière, auteure et artiste qui explore les interactions entre l'art et l'intelligence artificielle. Marion a pris l'avion de Paris il y a 2 ou 3 jours. La semaine dernière, il y a 2 semaines, elle présentait au sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. Donc ici, on ne manque rien. Vous voyez, on vous apporte le meilleur de l'AI à Montréal. Et Marion va nous parler dans notre paradoxe, comment éviter que l'intelligence artificielle ne nous façonne plus que nous ne la maîtrisons. Et surtout, comment l'utiliser pour enrichir la création et stimuler la réflexion. En tant que cofondatrice et présidente de Ask Mona, Marion utilise l'intelligence artificielle pour l'accès à la culture depuis 2017, en collaboration avec des instituts prestigieux comme le Château de Versailles. D'ailleurs, il y a 2 semaines, Marion a annoncé un partenariat entre OpenAI et Ask et le Château de Versailles pour des projets immersifs. Elle a également fait partie du comité stratégique sur l'IA générative pour le secteur culturel, nommé par le ministre français de la Culture en 2023. Marion nous parle aujourd'hui d'un conte sur l'intelligence artificielle au service de la culture. Accueillons Marion. Merci pour l'accueil. Bienvenue Marion. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais parler français. I'm sorry for the English-speaking friends, but I might go back to English at some point, so stay tuned. Merci pour l'introduction qui a été faite. Et effectivement, aujourd'hui, je vous parle en piochant dans mes différentes casquettes, que ce soit celle d'entrepreneuse pour construire des intelligences artificielles au service de la culture, mais aussi d'autres casquettes qui me permettent de réfléchir à ces questions-là en tant qu'enseignante, en écrivant aussi, en créant autour de ces questions. Donc, je vais tenter de puiser dans tout ça pour vous parler aujourd'hui. Et ce dont j'ai décidé de vous parler, c'est d'un conte de l'art et de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi un conte ? Vous posez peut-être la question là en plein milieu de l'après-midi comme ça. Parce que je crois personnellement dans le pouvoir de la fiction. Pour nous projeter, pour nous faire réfléchir, pour nous aider à visionner ce qu'on veut imaginer pour le futur. Mais comme c'est une fiction, tout ce que je dis n'engage que moi et c'est que des choses pour nous permettre de réfléchir tous ensemble. Donc, quand on parle d'un conte, on a toujours un personnage principal. Et notre personnage principal ici, c'est, sans surprise, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui est une vieille dame qu'on connaît depuis les années 50 sous ce nom-là, qui a émergé à une époque où les ordinateurs, ça ressemblait à peu près à ça, donc ça prenait une pièce entière. Et la façon dont on la définissait à cette époque, avec cette définition de Marvin Minsky, c'est encore à peu près la façon dont on s'y réfère aujourd'hui, donc ça n'a pas tellement évolué. Elle est toujours là, mais à chaque fois, on a l'impression qu'elle est nouvelle. On a l'impression de redécouvrir cette technologie, qu'elle vient tout juste d'émerger, et c'est quelque chose qui était déjà, moi je me suis penchée par exemple sur ce qui se passait dans les années 80 en étudiant le parcours d'une pionnière française de l'intelligence artificielle, et dans les années 80 on avait les mêmes cas d'usage, on pensait aux mêmes choses, la technologie permettait pas tout à fait d'y arriver, mais il y a déjà beaucoup de choses qui étaient présentes. Et donc non seulement c'est une vieille dame qui cherche à faire oublier son âge, mais en plus elle change un peu d'identité. C'est-à-dire qu'on s'y réfère en parlant d'intelligence artificielle, parfois de machine learning, parfois de deep learning, on ne sait plus exactement où positionner les choses. Et donc ça complique un petit peu la perception qu'on a de cette technologie, sachant qu'on a déjà dit dans des panels précédents que parfois elle était mal nommée. Donc ça ne nous aide pas, et surtout, cette vieille dame, elle a une personnalité un peu plus complexe qu'il n'y paraît, puisque là, je vous ai mis une sorte de reproduction de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Nous, utilisateurs, devant nos écrans, on voit une page blanche, un champ de texte, et c'est très simple pour nous. Mais en fait, derrière cette interface épurée et minimaliste, on a beaucoup plus de choses derrière. On a à la fois des personnes qui fournissent des données, on en a parlé, des données qui sont captées à l'insu des créateurs ou avec leur consentement, des personnes qui fabriquent des cartes graphiques, qui ensuite proposent des services de cloud. Enfin, voilà, je ne vais pas vous remonter toute la chaîne, mais il y a beaucoup d'acteurs pour qu'ensuite on puisse avoir un chat GPT ou des dispositifs comme ce que fait Ask Mona, que je me suis immodestement permise de mettre
être en haut de la pyramide. Donc ça, c'est notre personnage. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un conte ? Je vais reprendre ici, je ne vais pas vous raconter une histoire à proprement parler, je vais reprendre la structure du conte. La structure du conte avec souvent ce qu'on utilise pour parler du voyage du héros, qui est inspiré du monomythe, avec cette structure qui est présente dans toutes les histoires et tous les contes et à laquelle on est pas mal habitué. Et donc, au début, at the beginning of the story, everything is perfect. So with artificial intelligence, it's here to help us be more creative. And that's the first thing, because creativity is something that is so important in our society. We all want to be creative at some point. We value creative people. We value artists. Sometimes we can also, if they do bad things, it's okay because they are artists. We want to be creative in our work. We want to be creative in our daily life. And you can think about the last time you wanted to be creative. Et je suis sûre que vous pourriez être surpris et que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus trivial. Par exemple, on cherche à être créatif dans ses idées de recettes, dans les activités qu'on va pouvoir faire ce week-end, pour aider pour ses enfants aussi. Donc, on a vraiment cette injonction permanente à être créatif, mais c'est difficile d'être créatif. And sometimes the ideas are not here. And in French, we talk about the syndrome de la page blanche, the writer's block. And it's not only for writers, it's something that we, all the time in our daily life, we can see. Parfois, les idées sont pas là, elles nous manquent, on ne sait pas quoi faire. Il y a même donc on parle de syndrome en français, ce qui est quand même un terme assez fort. Il y a même un terme scientifique, la leucosélidophobie, pour parler de la problématique. Et donc, ça montre le niveau de sérieux, en fait. Si on place un tel terme sur cette problématique, c'est que c'est quelque chose qui nous pose vraiment problème et qu'on cherche à résoudre de tout type de façon. Donc, la psychologie s'est penchée sur la question, les neurosciences aussi. On a plein de livres pour nous aider à être plus créatifs. On a même des podcasts, des séances de méditation. Enfin, il y a toute forme d'outils qui sont là pour aider notre créativité à s'exprimer, comme si, en fait, la créativité devait toujours être accompagnée et outillée. Et donc, quand l'intelligence artificielle se présente à notre porte pour nous aider à être plus créatifs, on trouve ça finalement assez normal. Et donc, on n'est pas étonné quand on voit des slogans sur le fait d'être plus imaginatif. Gemini, par exemple, qui parle de dialoguer avec l'intelligence artificielle pour donner vie à vos idées. La dernière publicité d'OpenAI pendant le Super Bowl que vous avez peut-être vu en février 2025, où on nous dit, la question à la fin, c'est qu'est-ce que vous allez créer ensuite? What are you going to create next? Donc, il y a vraiment cette façon dont l'intelligence artificielle se présente comme sauveur de la créativité qu'on est prêt à accueillir, puisqu'on est conditionné à penser qu'on doit être aidé pour être créatif. Et donc c'est quelque chose qui aide aussi bien les artistes et les créatifs. Et donc moi, c'est quelque chose où j'ai pu expérimenter, que ce soit pour nourrir une IA, pour me donner des idées, des inspirations, avoir ce rôle un peu de muse, ou que ce soit comme une aide technique. J'ai pu, par exemple, créer des archives en vieux anglais, ce que je n'aurais pas réussi à faire parce que je voulais faire des fausses archives pour un projet. Et l'intelligence artificielle, avec GPT-2 à l'époque, m'a fait des magnifiques fausses archives. Donc ça aide les créatifs, mais ça aide aussi chacun au quotidien. Un exposé, pas d'idée, pas de problème. Une présentation au sein de son équipe, hop, l'intelligence artificielle peut débloquer. Donc il y a vraiment ce rôle-là qui est omniprésent. Ensuite, on a un autre problème fréquent que vient nous aider à résoudre l'intelligence artificielle, qui est la productivité. On veut être productif, comme on veut être créatif. Là, je reprends des poncifs qu'on lit parfois sur des murs ou sur des posters. Le temps est la chose la plus précieuse qu'on a, la vie est courte, et ça peut sembler être un cliché, mais c'est un fait puisqu'on vend notre temps et les annonceurs sur les plateformes numériques achètent notre temps et notre attention. Donc il y a vraiment cette tension autour du temps, et donc pareil, on a des livres de productivité, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss sur comment est-ce qu'on peut garder plus de temps, être plus efficace, mieux occuper notre temps. Et donc, encore une fois, quand l'intelligence artificielle arrive et se propose de nous aider à gagner du temps, eh bien, on achète cette proposition de valeur. Et je vous invite encore une fois à prêter attention aux discours et aux petites phrases de l'intelligence artificielle. Quand vous promenez sur les plateformes, on vous parle de faire quelque chose en quelques clics, en un clic, en quelques secondes, en quelques minutes. Donc, il y a vraiment toute cette idée de l'intelligence artificielle qui, hop, soudainement, résout assez rapidement des choses qui nous prenaient beaucoup de temps. Et donc, et c'est aussi une technologie qui va en elle-même très, très
très vite. On associe l'intelligence artificielle à la rapidité. On a parlé du fait qu'on est largué, que les choses vont très vite. Donc c'est vraiment quelque chose où on se dit « Ok, super, ça nous permet d'être rapide ». Donc il y a un effet de sidération. I love to see people who use it for the first time and they're like oh my god, it makes me hours to do that usually, and the AI just do it in a few seconds, so there is this kind of mind-blowing thing about the rapidity of AI, but then there is also a kind of intolerance, because we don't, now that we know that the AI can do things in a few seconds, we don't want to spend hours to do it. Donc, notre niveau de tolérance s'abaisse un peu. On se dit, OK, bon, bah, il n'y a pas de raison que je passe, je ne sais pas, 20 minutes à rédiger un mail si je sais que l'intelligence artificielle peut le faire en quelques secondes. Donc, ça redéfinit aussi notre rapport au temps et à ce qu'on est prêt à investir comme temps pour faire ces différentes tâches. Donc, on arrive à un moment où l'intelligence artificielle est devenue indispensable et nous aide à être plus créatifs et plus productifs. Mais comme à chaque fois dans les histoires et dans les contes, à un moment donné, ça se gâte. Et donc là, on a l'IA qui, au lieu d'être un booster de créativité, se transforme en vampire de la créativité. Qu'est-ce qui se passe ? Première chose, on devient progressivement de plus en plus dépendant des IA. Et c'est un type de relation qui peut se mettre assez facilement en place, puisque quand vous allez sur ces interfaces minimalistes des assistants d'IA, la question qui vous est posée, c'est « How can I help you today ?» Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Donc, on a cette relation, cette configuration qui nous est présentée, où l'intelligence artificielle se présente comme un outil qui est là pour nous aider. On doit l'utiliser pour nous aider, donc on a besoin d'aide, on a besoin que l'IA nous aide. Et donc, assez rapidement, on a un mécanisme qui peut se mettre en place, qui a été caractérisé comme l'algorithmic loafing, donc la paresse algorithmique, le fait de se reposer sur les IA, qui est quelque chose qui a déjà été observé avec les humains. Le social loafing, c'est par exemple, peut-être pour ceux pour qui les cours sont pas très loin, vous faites un travail en groupe, un exposé, il y a toujours quelqu'un qui va se reposer sur l'effort des autres pour faire cet exposé. Et c'est un petit peu la même chose qui se met en place avec l'intelligence artificielle. Petit à petit, à force de vouloir se débarrasser d'un certain nombre de tâches auprès de l'intelligence artificielle, on devient aussi moins regardant sur ce qu'elle produit. Et donc, il y a aussi plusieurs études scientifiques qui ont mis en évidence le fait que en fait, petit à petit, on accepte des idées qui ne sont pas tout à fait les nôtres parce que on n'a pas le temps. Justement, on n'a pas le temps, on n'a pas envie de repasser derrière l'intelligence artificielle. Donc, on prend des idées et on s'approprie des discours qui ne sont pas complètement les nôtres. Et après, petit à petit, sur cette dynamique de dépendance, c'est quelque chose qui arrive, la dépendance à l'intelligence artificielle. Et je trouve ça très intéressant de penser à la façon dont c'est représenté dans les médias. Souvent, on entend ces histoires de drama qui tournent mal. Il ou elle tombe amoureux d'une intelligence artificielle et ça se termine mal. Donc, on a toujours cette idée un peu folklorique de la dépendance à l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, ça peut arriver sur des choses beaucoup plus classiques quand on pense au fait qu'il y a plein de personnes, par exemple, qui, pour ne pas payer les frais d'un psychologue, vont vouloir parler à une intelligence artificielle. Ça peut se mettre en place en fait assez rapidement. Et donc, il y a des chercheurs qui alertent sur ce qu'ils appellent la possibilité d'avoir petit à petit un système 0 qui se met en place, en faisant référence au système 1 et au système 2 de pensée de Daniel Kahneman, où système 1, c'est les réflexes, système 2, c'est le temps de la réflexion. Et là, il pourrait y avoir un système 0 où petit à petit, on externalise une partie de notre réflexion auprès de l'intelligence artificielle, ce qui est en soi une bonne chose parce que ça nous aide à être plus rapide, mais si on se repose uniquement là-dessus, alors on risque de s'appauvrir en retour. Et donc, on arrive à cette situation où on commence à dépendre d'une intelligence artificielle qui elle-même fonctionne avec des données qui tournent un petit peu en boucle, qui sont aussi biaisées. Ça, souvent, on parle de ces biais sur le CEO qui est représenté de telle ou telle façon. Il y a aussi des modèles culturels qui sont beaucoup plus présents que d'autres quand on pense au fait que les contenus sont principalement en français. Moi, je me suis amusée à faire ce petit test en demandant à des IA de génération d'images. Je leur ai demandé de générer des instruments, des collections du Quai Branly, qui est un musée à Paris avec des instruments des cultures du monde entier. Et donc, forcément, ils ne connaît pas ces instruments, il
pas capable de les générer, mais il va faire à chaque fois des visions un peu stéréotypées. Donc si par exemple il y a un instrument avec un nom en arabe, je vais me retrouver avec des minarets et des choses qui n'ont rien à voir, mais qui sont issues de ces clichés-là, de l'intelligence artificielle. Donc il y a cette problématique-là de la donnée et surtout de l'appauvrissement des artistes, puisque la valeur n'est pas tout à fait redistribuée. Et il y a aussi ce phénomène de la multi-activité, où les artistes souvent ne sont pas seulement auteurs, ils peuvent aussi être traducteurs, ils peuvent faire de la musique pour leur création, mais aussi pour des publicités. Et c'est des choses que petit à petit l'intelligence artificielle prend en charge, et donc ça appauvrit leurs revenus, mais qui dit appauvrir les revenus des artistes, dit moins de données qualitatives pour les intelligences artificielles ensuite, dit que sur le long cours, ça devient compliqué parce qu'on a besoin de toujours plus de données. Et donc, petit à petit, il y en a qui commencent à entraîner des intelligences artificielles avec des données synthétiques, sauf que ça peut conduire à ce qu'on appelle le modèle collapse, c'est-à-dire que les modèles deviennent assez peu performants parce qu'ils sont entraînés avec de la mauvaise donnée. Donc, Là, on se retrouve dans l'impasse où l'intelligence artificielle risque d'homogénéiser la création, mais on est là pour penser positivement et essayer de trouver des solutions. Et donc, je pense qu'il y a un premier axe qui est le fait de changer de cadre, en fait, changer de scénario. En parlant de scénario, il y a une phrase à laquelle je pense régulièrement qui est « If you don't like how the table is set, just turn over the table », renverser la table. Ça peut sembler assez subversif, mais c'est en fait cette idée de repenser le cadre. On nous présente l'intelligence artificielle comme quelque chose qui doit nous rendre plus productif, pour faire plus, pour gagner plus de temps, etc. Mais en fait, on peut se poser la question du pourquoi. Être plus productif, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on gagne ? À quoi est-ce qu'on le réaffecte ? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de gagner du temps ? Même chose sur la façon dont on sert de ces outils. Qu'est-ce qu'on veut leur déléguer ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas leur déléguer ? Doit-on tout leur déléguer ? Il y a plein de questions où en fait on est là présent aujourd'hui dans cette salle pour y réfléchir aussi sur en tant que citoyen, en tant que personne, qu'est-ce qu'on veut donner aux IA ? Qu'est-ce qu'on veut garder pour nous ? Donc comment est-ce qu'on se forme pour les utiliser différemment ? Et comment est-ce qu'on pense des outils d'intelligence artificielle qui sont là, pas seulement pour nous assister et faire toute une tâche de bout en bout, mais qui nous laissent d'une certaine façon le dernier kilomètre de la réflexion. Le fait de nous dire, voilà, on a des propositions, mais ensuite c'est nous qui tranchons, et on n'a pas ce truc tout cuit, copier-coller, hop, on le met tel quel et c'est fini. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez important. Et ensuite, bien sûr, il faut réfléchir sur cet enjeu de partage de la valeur. Comment est-ce qu'on invente des modèles économiques qui mettent les artistes et les créateurs au centre et qui permettent de redistribuer la donnée ? Comment est-ce qu'on valorise aussi des modèles qui sont entraînés de façon éthique ? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'enrichir les modèles avec plus de culture ? Ça, c'est beaucoup de choses sur lesquelles on a un levier, on a un axe, on peut agir. Et du coup, il me semble aussi assez important de se dire comment est-ce que collectivement, on va penser des solutions pour ça ? Parce que, en fait, il y a vraiment tout un champ de possibilités pour l'intelligence artificielle de venir donc accompagner la créativité. On a vu aujourd'hui plein de façons dont les artistes s'en servent pour booster leur créativité. Donc, ça fonctionne pour eux, mais parce qu'ils décident effectivement de qu'est-ce qu'ils vont laisser à l'intelligence artificielle ou non. Donc je pense que les artistes sont une très bonne source d'inspiration pour penser collectivement notre rapport à l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a plein d'outils à inventer. On a plein de cas d'usage à imaginer et c'est, je pense, qu'on fait beaucoup d'entre nous dans cette salle. Donc c'est important de se dire, OK, il y a tous les problèmes qu'on connaît et qu'on a décrits. Il y a aussi les problèmes de soutenabilité qui ont été mentionnés dans d'autres prises de parole, mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de nous projeter sur la suite et sur le fait de se dire comment est-ce qu'on veut mettre cette technologie à notre service. Je vous remercie pour votre attention. Il me semble qu'il nous reste un peu de temps pour les questions, donc je garde les 3 minutes restantes pour ça. Merci Marion. Écoute, j'adore ta représentation là et ton histoire. Tu sais, je t'ai écouté comme j'écoute un conte. Donc, il y a un micro si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai une première question pour toi, Marion. Ma question, c'est le sens critique. Donc, j'aime ce que tu as dit sur le système zéro. Donc, est-ce qu'on peut quand même garder notre sens critique en continuant à utiliser l'IA à outrance ?
Ça, c'est une question de fond, celle du sens critique, et je pense que c'est vraiment du coup cet aspect de curseur sur qu'est-ce qu'on va laisser ou non à l'IA et à quel moment on va continuer à exercer notre sens critique. D'où le fait de penser aussi des outils qui sont pas là pour nous mâcher complètement le travail, mais qui vont nous proposer des pistes qu'on va utiliser pour penser contre nous-mêmes. Et donc, il y a à la fois ce que font les outils, et il y a à la fois la façon dont nous, on s'en saisit. Donc je pense vraiment que ce n'est pas une fatalité. Et je repense à ce que disait Patrick ce matin avec le marteau qui sert à tout type de choses. Ce n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait. Et qu'est-ce que les outils nous font faire de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que la société, globalement, nous pousse à faire ou non. Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai pris plein de notes là, mais je vais laisser la chance à l'audience de poser des questions à Marion. Oui. Il va falloir courir vite là parce que c'est à l'autre bout de la salle. Marshall McLuhan disait que le médium, c'est le message. L'électricité a amené un message, celui de l'instantanéité, celui de les ordinateurs. En tant que médium, quel est le message de l'IA et de quelle façon ce message-là va transformer l'humanité? Merci pour cette... C'est une vaste question. Ça pourrait être un devoir sur table où j'ai 3 heures pour répondre à ça. Je vais essayer de prendre quelques secondes. Ce qui me semble assez intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est la façon dont ça reconfigure notre rapport et notre accès à la connaissance. Et j'aime bien replacer ça dans une généalogie plus longue de technologies au service de la connaissance. Donc il y a l'oralité et les contes, souvent, et la fiction qui ont servi ce partage des connaissances au fil des générations. Ensuite, il y a l'écrit qui a comblé les problématiques de l'oralité sur le fait de fixer le message. Après, on a l'imprimerie qui diffuse plus, le web qui rend accessible globalement, et on peut se poser la question de qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle. Et à la fois, c'est une forme de poison, puisque ça démultiplie les contenus accessibles, ça crée des fausses informations, donc ça crée du bruit, mais en même temps, c'est une solution, puisqu'il y a plein d'usages de l'intelligence artificielle au service de la découvrabilité. Donc, dans cet océan de contenu où maintenant qu'on a numérisé beaucoup de choses, on a trop de choses qui sont accessibles, et il y a plein de statistiques hyper intéressantes sur le nombre de vies humaines qu'il nous faudrait pour consulter tous les contenus en ligne. Et là, l'intelligence artificielle joue un rôle en venant synthétiser, nous flécher l'accès à certaines informations, synthétiser certaines informations pour nous, personnaliser aussi les contenus. Donc il y a vraiment ce rapport où ça peut être à la fois donc ce que vous disiez avec l'électricité, ça transforme la façon dont on accède à la connaissance avec des aspects positifs et d'autres plus négatifs. Merci Marion, merci tout le monde. Merci.